Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui on va parler de mes trucs préférés du mois d'août 2019. Alors on va essayer aussi de parler de vos trucs préférés. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me mettre ce qui vous a passionné ce mois-ci. Ça peut être de tout, de la musique, des romans, des séries. Moi j'ai aussi envie de découvrir des trucs. Et puis j'aime bien que ces vidéos soient un petit peu des plateformes d'échange. Je trouve ça hyper cool que les gens jouent de plus en plus le jeu dans les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce qui vous a passionné, qu'on en parle. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont vous répondre. Voilà. Moi j'ai envie de découvrir des trucs. Donc si éventuellement vous êtes plusieurs à parler de la même chose, je pense que ça va aussi aiguiser ma curiosité. Et cinéma, théâtre, musique, jeux vidéo, romans, tout ce qui a un attrait culturel, vous pouvez en parler. Alors pour commencer, on va parler du dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et donc j'y suis allé vraiment sans m'attendre à grand chose. Et les premiers retours que j'en avais n'étaient pas, enfin de la part de copains et tout ça, n'étaient pas forcément ultra dithyrambiques. Et je me suis pris mais une claque. J'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que c'est peut-être le film de Tarantino qui est le plus élitiste parce que ça s'adresse pas à tout le monde en vrai. C'est un film qui est une déclaration d'amour au cinéma, donc si déjà de base vous n'avez pas un vrai attachement, je dirais presque cinéphilique au cinéma, je sais pas si c'est un film qui est vraiment adressé pour vous. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un bon film si c'est un film qui s'adresse pas à tout le monde? Voilà, ça c'est la question que je vous poserai à vous, dites-moi si vous avez aimé ou pas, mais moi vraiment ça a été un moment mais absolument magnifique quoi. Les 2h40 je ne les ai pas vus passer, j'étais pendant cette séance dans un état très particulier parce que en fait je me rends compte au début que ce film va parler en partie de la vie de Roman Polanski. Alors si vous connaissez pas la vie de Roman Polanski, je pense que vous allez vraiment passer à côté d'une énorme partie du film. Vous n'aurez pas du tout la même expérience que moi j'ai eu. Parce que Roman Polanski, il avait une femme qui s'appelait Sharon Tate, qui était enceinte, qui était une jeune actrice à l'époque, et il y a eu une histoire extrêmement sordide où en fait les sbires de Charles Manson, sur ses ordres, sont allés la massacrer, elle et plusieurs de ses amis. Donc il y a vraiment ce contexte là, hyper glauque, qui enrobe tout le film. Et du coup, au début du film, quand j'ai compris que ça parlait de ça, j'étais vraiment hyper mal à l'aise parce que je me dis mais vraiment Tarantino il va parler de cette histoire là, il va ressortir ça. Puis connaissant Tarantino, je savais qu'à un moment il allait y avoir une débauche d'hémoglobine et je savais pas si j'étais prêt à voir un fait divers mis en scène de manière gore rigolote quoi. Vraiment j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée là et ça a rendu les premiers débuts du film assez inconfortables. Mais alors quand arrive la fin, Marvala, mais c'est juste incroyable, c'était la meilleure chose que Tarantino pouvait faire. Enfin, vraiment la fin, elle est belle, elle est drôle, c'est un thème extrêmement fort du film et que j'adore, c'est la revanche de la fiction sur la réalité. Parce que les deux personnages principaux qui sont interprétés mais de manière totalement brillante, incroyable par Brad Pitt et DiCaprio. C'est des mecs qui sont un petit peu des acteurs sur le déclin. Il y en a un qui est un cascadeur qui n'arrive plus à trouver de boulot et l'autre c'est vraiment un acteur qui est sur le déclin. Et donc Tarantino il va donner l'opportunité à ces deux personnages de se venger de leur réalité à eux. Grâce au fait que ce soit des acteurs et tout ça, il les met au bon endroit, au bon moment. Et la fin c'est vraiment Tarantino qui dit mais putain mais on s'en bat les couilles, regardez moi avec le cinéma je fais ce que je veux, c'est ça le cinéma, on peut raconter n'importe quoi et si j'ai envie de faire venger la réalité par la fiction, et ben je le fais, qu'est-ce que vous allez faire, voilà, enfin c'est vraiment un des films qui pour moi est une des plus belles déclarations d'amour au cinéma quoi. Et donc j'ai passé vraiment un moment merveilleux, je trouve que chaque séquence a une ambiance, a une mise en scène qui est vraiment hyper bien pensée, hyper bien imaginée, il y a des séquences incroyables où t'as DiCaprio qui est en plein jeu d'acteur, il est en train de tourner un western et nous on est placé à la place de la caméra, vraiment du point de vue du réalisateur, et donc on voit DiCaprio qui s'énerve et qui refait ses prises, qui recommence et qui cabotine complètement, et j'adore cette espèce de double facette de l'acteur qui joue l'acteur, ça leur donne une palette de jeu mais magnifique quoi. La fin mais c'était absolument dinguissime, t'as toute la salle qui a applaudi mais qui était en fou rire total, fou rire dans toute la salle. Et ça n'arrive jamais, ça arrive quasiment jamais. Moi il y a peut-être un ou deux films dans l'année où t'as vraiment les gens qui sont pris par l'intrigue, par ce qui se passe et qui applaudissent quoi. Donc c'est vrai que si vous connaissez pas l'histoire de Roman Polanski, c'est pas du tout un spoil hein, mais je pense que si vous l'avez pas vu c'est vraiment nécessaire que vous connaissiez cette histoire là pour vraiment bien apprécier le film. Après moi je suis allé le voir au cinéma avec ma copine, elle connaissait pas du tout l'histoire et quand je lui ai raconté après, ça lui a fait un peu écarquiller les yeux, elle a pu bien remettre le film en perspective, enfin elle a quand même beaucoup aimé sans connaître du tout l'histoire. En fait... Quoi? Diffamation. Mais diffamation chérie. Je connaissais, c'est juste que je me rappelle plus au moment du film. Ah bon? Oui. Très bien. Heureusement que j'ai l'oreille qui traîne, hein. Écoute, Après,
c'est pas l'histoire, nanana. C'est pas l'histoire, c'est pas grave. Oui, je sais que c'est pas grave, mais c'est faux. Très bien. Qu'est-ce que je disais? C'est vrai que cette histoire-là, elle est pas forcément très connue en France. Enfin, c'est un peu un mythe américain, mais c'est comme si nous on parlait à un américain de Claude François qui s'est électrocuté dans sa baignoire. Voilà, tout le monde connaît pas forcément ça, c'était un petit peu étranger. Alors c'est vrai qu'on pourrait reprocher le fait que Margot Robbie soit un petit peu sous-exploitée, mais je trouve pas que son personnage soit sous-exploité. Parce que même si on le voit pas beaucoup, elle a vraiment ce côté-là, un peu d'innocence, de personnage. On a peur de ce qui va lui arriver et elle a quand même droit à très peu de scènes, mais je trouve à des très belles scènes. Oui, c'est pas forcément la meilleure exploitation de Margot Robbie, mais quelque part j'ai envie de dire on s'en fout. C'est pas parce qu'on a des bons acteurs sur l'affiche qu'il faut absolument tous les exploiter, qu'ils aient chacun un tiers du film où ils peuvent s'exprimer. Non, il faut d'abord réussir à exprimer un personnage. Et je trouve que le personnage de Sharon Tate, il a son importance dans cette histoire. Je ne sais plus à qui a dit ça, mais j'aimais beaucoup. C'est Inglourious Basterds, c'est la revanche des juifs sur les nazis. Django Unchained, c'est la revanche des esclaves sur les esclavagistes. Et du coup, pour moi, c'est un lien encore plus fort. Mais Once Upon a Time in Hollywood, c'est la revanche de la fiction sur le réel. C'est un film très différent de ce que fait d'habitude Tarantino, et ça va pas, vous préparez pas à une débauche d'hémoglobine pendant tout le film, quoi, voilà. Ou à un gros délire de série B. C'est vraiment un film qui est très à part dans sa filmographie. Deuxième truc hyper stylé que j'ai vu ce mois-ci, c'est la 3ème saison de True Detective. C'est une série HBO. HBO, ils font que les séries de malades. Bon, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la première saison de True Detective, dans laquelle il y avait Woody Harrelson et Matthew McConaughey qui jouaient des détectives dans l'Amérique profonde. Il y a des histoires de meurtres de femmes, des kidnappings d'enfants, voilà, c'est très glauque. C'est très glauque, mais c'était une série avec une super ambiance, des acteurs au top, enfin vraiment si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. J'adorais le concept parce que la série te disait que chaque saison, tu aurais un autre duo d'acteurs, un autre duo de détectives sur une autre affaire. Donc vraiment je trouvais le pitch totalement passionnant. En plus ça donne lieu à des courtes histoires en 8 ou 10 épisodes qui sont réglés rapidement. Donc moi j'avais adoré cette première saison. La saison 2, c'était un carnage. C'était vraiment, mais totalement raté. Pour vous dire, quand j'ai commencé la saison 3, je suis retourné sur Wikipédia pour essayer de relire un petit peu les trucs sur la saison 2. J'avais oublié que la star de la saison 2, c'était Colin Farrell. J'avais carrément oublié qu'il jouait dedans. Je me souvenais de Rachel McAdams, mais l'histoire est tellement brouillonne, tellement opaque. Le scénario était vraiment mais complètement raté. J'adorais pourtant cette idée que l'enquête se passe en pleine ville alors que la saison 1 s'était passée en pleine campagne. Le fait que cette saison 2 soit totalement ratée, et je vous invite d'ailleurs à ne pas la regarder et carrément à passer à la saison 3 directement, ça amène quand même les petits points d'or de la saison 3 dont je vais d'abord parler en premier. Le fait qu'ils aient eu l'envie de retourner sur des bases sûres et de se dire bon, la première saison a très bien marché, on va refaire un duo de détective avec cette idée d'une enquête qui se résout sur plusieurs années, donc il y a un côté un petit peu redondant, et on reparle de nouveau de rapt d'enfants dans l'Amérique profonde. C'est ce côté-là un peu déjà vu qui peut éventuellement gêner. Après moi, la première saison, je l'ai vue il y a très longtemps, et c'est quand même une magnifique série. Cette saison 3 elle est magnifique, c'est une des plus belles photographies que j'ai vues de ma vie, le travail des images, mais c'est David Fincher quoi, c'est vraiment chaque plan, chaque image, vous en prenez mais plein la gueule quoi, mais c'est beau, c'est bien cadré, c'est bien filmé, il y a des séquences incroyables, il y a des lignes de policiers qui avancent dans la forêt, dans la brume comme ça, qui est éclairée juste au faisceau des torches. Putain mais c'est vraiment, mais tu peux pas cligner des yeux quoi. C'est vraiment magnifique. Et l'histoire, elle arrive quand même à trouver son originalité parce qu'elle est faite sur 3 époques différentes. Et le scénario s'en sort en fait en te disant que le personnage principal, il a Alzheimer. Et donc quand tu es dans l'époque la plus lointaine où il est vieux, on joue avec cette idée là qu'il a Alzheimer et donc ça permet de pas spoiler vraiment ce qui s'est passé dans le passé. Donc tu découvres vraiment au fur et à mesure comment l'enquête avance sur 3 époques et comment ils arrivent à résoudre le truc. Vraiment moi ça m'a tenu en haleine pendant 8 épisodes. Si vous aimez les thrillers, je ne peux que vous recommander True Detective, c'est une des meilleures enquêtes policières qui a été faite en série. Regardez la saison 1, regardez la saison 3, sautez là la saison 2, matez-vous la 1, matez-vous la 3, c'est du bonheur. Troisième truc stylé que j'ai vu ce mois-ci, on reste un petit peu dans le même délire, il y a beaucoup de cinéma là ce mois-ci. J'ai regardé une série qui m'a mis une bonne grosse claque, ça s'appelle The Boys. The Boys part du postulat tout à fait réaliste que si vraiment il y avait des super-héros qui existaient dans la vraie vie, ce seraient des putains de beaux enfoirés. Bah ouais, parce que si on imagine Captain America qui débarque avec Iron Man, effectivement ils vont sauver le chat de la voisine de temps en temps, mais en vrai ils vont complètement être utilisés pour faire un bon gros marketing à la Hollywood. Et en fait cette série te montre à quel point les super-héros sont utilisés, à quel point ils ont les médias derrière eux et à quel point il y a des entreprises, je sais plus comment elles s'appellent mais c'est vraiment Marvel déguisé quoi, qui usent et abusent de l'image de ces super-héros. Vraiment il y a tout un merchandising du super-héros qui est là uniquement pour amasser du pognon et pour montrer une espèce de l'image de l'Amérique parfaite avec voilà
ces super-héros qui défendent les gens au quotidien. Et cette série te montre un petit peu à la Watchmen l'autre côté du miroir, et vraiment c'est trash. Vraiment c'est trash. Je ne vous spoile pas, matez-vous juste le premier épisode, vous allez voir, mais dès les premières minutes, vous prenez une claque. Et vraiment, tu te dis, ah, ok d'accord, on n'est pas là pour déconner, oui c'est un peu violent, oui puis ça parle de tout, hein, harcèlement sexuel, violence. Moi c'est ce qui me sort toujours des films des super-héros, je me dis mais ça ne pourrait pas se passer comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu as des êtres super-héroïques dans un monde extrêmement réaliste, évidemment que ça ne peut pas se passer bien, Les acteurs sont top, la série a beaucoup de potentiel. Alors c'est vrai qu'à partir de la moitié de la première saison, ils partent sur disons une piste scénaristique qu'ils exploitent à fond. La première moitié de la saison nous montre que cette série a beaucoup plus de potentiel, qu'elle a un spectre beaucoup plus large, donc j'attends vraiment la saison 2 pour voir ce que ça va amener. Les acteurs sont super, mais c'est vraiment les thématiques je trouve de fond qui sont hyper fortes, hyper justes et qui rendent le tout passionnant. Je vous invite également, si vous ne connaissez pas, à vous intéresser et à regarder Watchmen, le comics ou le film. Je trouve que le film de Zack Snyder c'est peut-être un des meilleurs films de super-héros et il est quasiment recopié plan par plan sur le comics. Qu'est-ce qu'on ferait s'il y a des super-héros qui débarquent dans la vraie vie? D'ailleurs HBO va sortir une série Watchmen à la fin de l'année, j'attends vraiment ça mais avec une telle impatience. Ça se passe après le film, donc voilà, vous pouvez regarder ça dans l'ordre. Battez-vous The Boys, c'est du grand délire, mais vraiment c'est plutôt juste et plutôt bien amené, donc très sympa, je ne pourrais que vous conseiller The Boys. Dernière chose dont je voudrais vous parler ce mois-ci, je suis un gros passionné de jeux de rôle, je sais pas si, si vous suivez ma chaîne vous le savez un petit peu. J'avais gagné un petit concours à un jeu de rôle Paranoia que j'ai pu enfin tester. Paranoia, c'est vraiment un univers incroyable. Le monde a été détruit, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé, et les derniers survivants se sont rassemblés dans un complexe qui est le complexe Alpha, qui est dirigé par une entité qui est l'ordinateur. Et l'ordinateur, il a un petit peu déconné depuis le temps, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est devenu complètement parano, et il pense qu'il y a des traîtres, des terroristes, des mutants partout dans le complexe. Disons qu'il a instauré un régime un petit peu totalitaire, basé sur la délation. Alors disons qu'il y a des caméras partout, pour votre propre sécurité évidemment. La société, elle est nivelée en strates en fait, de couleurs, c'est-à-dire que quand vous êtes tout en bas, vous êtes un infrarouge, ensuite il y a les rouges, ensuite il y a les citoyens orange, les jaunes, les verts, les bleus, les violets, les ultraviolets. Plus vous montez dans la société, plus vous avez de pouvoir. Évidemment, quand vous avez une arme rouge, elle ne fonctionne pas sur une classe qui est supérieure à la vôtre. Donc essayez de tirer sur un citoyen orange, ça ne lui fera absolument rien, voilà. Donc évidemment, les joueurs dans ce jeu de rôle sont des nuls, c'est-à-dire que c'est des rouges, donc ils seront tout en bas. Et ils vont essayer de grimper les échelons en essayant de remplir des missions mais totalement loufoque, c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est que chaque joueur a 6 clones. C'est-à-dire qu'il peut mourir 5 fois avant d'être totalement annihilé. Et donc ça donne lieu à des situations que moi sont hyper marrantes, ce que je trouve hyper marrant, parce qu'ils vont pas arrêter de crever mais de manière totalement absurde. C'est un jeu qui se joue avec des cartes et les joueurs ont toujours des idées brillantes à mettre en application. Ensuite ils vont lancer les dés et ensuite tout va évidemment partir en couille. En plus de ça, les joueurs ils ont des pouvoirs mutants qui peuvent se déclencher, ils foutent encore plus la merde et le chaos dans le bazar qui régnait déjà. Et en plus de ça, chaque joueur appartient à une société secrète qui va essayer de tirer son épingle du jeu au sein du complexe Alpha. Je crois qu'il y a les communistes, les pro-mutants, les anti-mutants, les pro-machines, enfin voilà, c'est un bordel sans nom. Et les léopards de la mort. Paranoia, c'est vraiment un jeu de rôle, mais de la déconne. Faut être vraiment très second degré, parce que vos joueurs vont passer leur temps à se délationner les uns les autres. Vraiment, vous avez des formulaires à remplir pour balancer vos coéquipiers, parce qu'ils n'auront pas applaudi assez fort la dernière déclaration de l'ordinateur. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. C'est aussi un univers qui est un petit peu flippant, parce que tu en rigoles, mais des systèmes de délation comme ça, de notation, de points de trahison, ça existe déjà en fait, genre en Chine et tout ça. Enfin, c'est quand même un jeu de rôle qui a été créé dans les années 80 et qui était là pour dénoncer un petit peu les dérives de l'URSS, voilà, enfin qui en rigolait vraiment quoi. Et en fait, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, ça existe en fait, voilà. Donc c'est drôle et en même temps c'est un petit peu flippant. Mais en tant que maître de jeu, je trouve ça hyper drôle. Vous allez voir vos joueurs se déchirer. Alors faut jouer avec des gens qui ont quand même beaucoup de second degré, parce que ça peut être assez dur en vrai. Moi il y a une joueuse en fait, à un moment elle a accompli une action qui était plutôt intéressante pour le groupe. Et donc en grande pompe, l'ordinateur lui a offert un trophée en or. Il l'a fait passer sur toutes les chaînes. Tout le monde a dû l'applaudir. Voilà, c'était devenu une star en quelques secondes. Et donc je lui ai donné physiquement, j'avais un petit trophée en or en carton, mais un trophée de merde quoi, qui était juste là pour foutre la haine aux autres joueurs. Elle est devenue donc la citoyenne numéro 1. Elle était mais heureuse. Et sauf que 5 minutes plus tard, quand elle a fait une connerie et que j'ai envoyé des citoyens orange pour lui arracher ce trophée de ses mains violemment, j'ai vu dans ses yeux que je lui ai brisé le cœur. Voilà, c'était terrible. Elle était là, non,
accroché à son petit trophée. Je pense qu'elle était vraiment pas prête à ce que je mette autant à l'envers. Donc voilà, vraiment, jouez la cool. Vous allez créer un jeu où tout le monde se pourrit et tout le monde se tire dans les pattes. Parce que pour gagner l'expérience, il faut réussir à le faire sur le dos des autres. Mais je trouve que le système de jeu est vraiment sympa, pas très compliqué, c'est du gros fun en barre et on n'a même pas réussi à terminer la première mission parce que déjà le briefing, pendant le briefing il y a eu 2 morts, pendant le briefing de la mission quoi. Parce qu'évidemment pour tester les armes il a fallu le faire à balles réelles, bon bref. Je sais pas si vous connaissez trop le jeu de rôle, si vous voulez un jeu de rôle dans lequel vous pouvez vraiment vous marrer, je vous conseille Paranoia, faites-le vraiment avec des très bons potes. C'est pas celui-là que je vous conseillerais si vous commencez le jeu de rôle, mais en tout cas je vous assure qu'il y a moyen de vous taper une grosse poilade. Voilà, c'était mes trucs préférés du mois d'août, je vous dis à la prochaine, dites-moi vos trucs préférés dans les commentaires, et on se revoit sûrement très bientôt pour une grosse vidéo de nos plus grands films ou nos légendes de la BD. A plus.